Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert aujourd'hui, c'est Mathilde Gola. Bonjour, vous êtes journaliste spécialiste de l'économie durable. Vous venez de rejoindre Novetic. Vous aviez publié, on vous avait reçu 100 jours sans supermarché qui était paru chez Flammarion. Vous êtes spécialiste des sujets de consommation alternative. Vous avez longtemps travaillé au Figaro sur tous ces sujets. Vous publiez aujourd'hui Manifeste pour une alimentation durable, comment les citoyens peuvent regagner leur autonomie alimentaire. C'est dans la collection Époque Épique. Et je trouve que ce livre nous parle à tous, puisque avec le Covid, il y a eu un vrai changement dans notre consommation. Exactement. C'est le point de départ de votre livre. Exactement, c'est tout à fait le point de départ de notre livre, parce que finalement, la crise agricole, on en parle beaucoup, mais bien souvent, elle reste théorique. Très abstraite. Voilà, pour plein de gens. Et là, le fait d'avoir vécu une sorte de mini-effondrement de notre système alimentaire au plein cœur des premiers confinements a permis à plein de citoyens de réaliser que notre système alimentaire, tel qu'il était conçu aujourd'hui, était grandement vulnérable entre le frôlement d'une pénurie dans certains supermarchés, avec des rayons qui étaient complètement clairsemés de produits pourtant de première nécessité comme les œufs, la farine. Voilà, donc est-ce qu'il y a eu cette prise de conscience-là, ou est-ce que les gens n'ont pas compris quelle était la fragilité du système? Parce que vous l'analysez, vous êtes dedans. Oui. Est-ce que cette prise de conscience, elle se situe pas aussi sur ce que vous racontez un petit peu dans le livre aussi, les circuits courts, l'envie de consommer autrement? Oui, exactement. Ouais. Je pense que tout un chacun a un peu vécu une crainte de ne pas pouvoir s'alimenter correctement comme il le souhaitait. Et donc, il y a une espèce de réflexe un peu naturel de se tourner vers les circuits les plus proches de chez soi, d'aller de nouveau au contact de son agriculteur, voire de faire soi-même sa propre alimentation. Il y a eu un engouement très très fort pour le jardinage, l'envie de, pas forcément pour se nourrir, mais en tout cas pour renouer une forme de contact avec la terre qu'on avait complètement perdue et auquel on pensait plus finalement. Et c'est un peu un des bienfaits, si on peut dire, des premiers confinements, c'est justement de nous avoir reconnectés à notre alimentation, de nous avoir permis de comprendre de nouveau que c'était essentiel de manger et que ça n'allait pas forcément de soi, surtout dans un système tel qu'il est conçu aujourd'hui, qui est complètement vulnérable, qui est basé sur des flux mondialisés de notre alimentation, où un petit grain de sable comme le Covid a pu complètement gripper toute la machine. Tout mettre par terre. Et tout mettre par terre, par exemple, comme la main-d'œuvre étrangère qui n'a pas pu venir soulager certains agriculteurs dans les champs au moment des récoltes saisonnières. Cette pénurie de main-d'œuvre a provoqué le gaspillage de bon nombre de récoltes. En fait, on pouvait plus, les agriculteurs étaient plus en capacité de récolter certains produits comme les fraises, les asperges. Ils ont dû les jeter. Et en fait, on a réalisé de manière très brutale qu'on était tributaire et dépendant de tout un tas de la terre entière pour notre propre système alimentaire, alors que la France était autonome sur plein de points il y a ne serait-ce que 30 ans en fait. Si on parle du maraîchage, il y a 30 ans, on était autonome, on cultivait nos propres fruits et légumes, et aujourd'hui on n'en cultive plus que 50%, on a perdu une grosse part de notre autonomie sur les fruits et légumes, ce qui est capital. Mais comment relancer ça? C'est un petit peu ce que vous essayez de vous tenter d'expliquer dans le livre, c'est-à-dire qu'on voit que les crises changent les comportements. Est-ce que c'est durable? Et est-ce qu'il y a encore une fois, je reviens un petit peu à la première question, est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience à un échelon peut-être individuel, mais aussi collectif? Oui, alors collectif, effectivement, parce qu'il y a plein de systèmes qui se sont mis en marche, des collectivités qui avaient parfois du mal à travailler entre elles et qui, du coup, dans l'urgence, se sont mis à collaborer, à inventer des nouveaux systèmes, essayer d'encourager la culture de fruits et légumes au plus près des consommateurs. Donc il y a vraiment un vaste mouvement qui s'est mis en place, qui s'est mis en œuvre, surtout dans les régions finalement, celles qui étaient le plus agricoles évidemment, où les choses étaient plus évidentes. Effectivement, il y a une vraie prise de conscience. Alors est-ce que ça va durer? C'est toute la question. C'est tout l'enjeu. Et il y a des gens comme vous qui travaillaient dans ce sens pour justement alerter, montrer qu'il y a d'autres modèles qui sont possibles. Oui. Et l'alimentation, en tout cas, est au cœur. Vous dites, si nous devions retenir qu'une seule chose, c'est l'alimentation. Il ne faut pas multiplier les suppositions, interroger les experts, faire parler les sondages. Les rayons des magasins étaient clairsemés et nous ne manquerons. Il faut absolument qu'on se prenne conscience
du danger imminent qui pèse sur notre alimentation si on ne change pas notre manière de consommer. Oui. Vous donnez beaucoup d'exemples aux États-Unis aussi, où il y a des choses qui se sont mises en place, où des communes ont mis des terres en maraîchage, des choses comme ça. Exactement, tous ces systèmes-là qui finalement appelaient plutôt au bon sens en fait, et qui font vraiment écho. Enfin, la population est très favorable. Les citoyens eux-mêmes se sont mis en marche. Les citoyens ont eux-mêmes réinventé leur propre système d'alimentation, des plus locaux. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une volonté de vouloir regagner cette souveraineté alimentaire qui nous semble aujourd'hui indispensable. Alors récemment j'ai goûté un yaourt au citron excellent, très léger, un yaourt appelé Né d'une seule ferme qu'Intermarché commercialise. Ce sont des yaourts issus d'une ferme à proximité de chez nous. Donc les grandes surfaces aussi se mettent à accepter, à prendre, à commercialiser des produits qui sont des produits, c'est le cas de ce que nous dit notre auditrice. Exactement, ça a été un peu la bonne nouvelle de ce confinement, enfin de cette crise finalement, c'est que les grandes surfaces ont été obligées de revoir un peu leur source d'approvisionnement et de s'approvisionner au plus près des producteurs et des consommateurs. Donc là aussi, il y a eu un mouvement qui s'est mis en marche. Voilà, toute la difficulté maintenant, c'est de maintenir la pression. Et en tant que consommateur, on a vraiment du pouvoir. Oui, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire aussi dans ce livre. Alors Laurence nous dit une chose, manger local c'est possible, par contre je ne comprends pas pourquoi on interdit des agriculteurs à la retraite de vendre les légumes de leur potager. Vous le saviez ça ? Non, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez étranges. Enfin, il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément. Il y a des inepties dans notre système alimentaire. Et c'est vrai qu'il y a plein d'entraide aussi qui se met en place entre voisins. Quand c'est vrai que les jardinages s'est mis en place, évidemment, on va cultiver beaucoup de courgettes, on va la distribuer à son voisin. En échange, il va nous donner des tomates. Et ça, c'est tous ces systèmes-là qui sont mis en place de solidarité et d'entraide citoyenne et qui ont été vraiment salutaires pour plein de gens, même en termes de relations sociales finalement. Vous dites évidemment aussi que cette crise du Covid, on s'est tous mis à cuisiner plus. Exactement. Donc ça vient aussi de cette envie peut-être de manger différemment, avec des choses moins fabriquées et de retourner à des produits plus sains. Plus simples, exactement. Ça, c'était le gros mouvement des confinements, c'était de renouer avec sa cuisine. Changer aussi le régime alimentaire, c'est ce que vous dites. On a peut-être plus de fruits, plus de légumes, des œufs, des produits qu'on a redécouverts. Oui, exactement. Finalement, tout est un peu lié parce que les gens ont voulu s'approvisionner au plus près de leurs producteurs, donc ils ont consommé davantage de fruits et légumes de saison, bruts, qu'ils ont davantage cuisinés. Et tout ça, c'est mis en haut. C'est une sorte de cercle vicieux qui s'est enclenché. Et pourvu que ça dure, on voit bien que tous les systèmes de circuits courts aussi ont fait le plein à ce moment-là. Voilà, il y a eu un gros succès. Alors, on a tendance à penser qu'après, une fois que les confinements étaient terminés, ça a un peu retombé, mais pas non plus au niveau... Les gens ont gardé leurs habitudes d'aller sur des paniers, des choses ou des AMAP. Enfin, il y a beaucoup de solutions qui ont perduré après le Covid, parce qu'on peut se dire qu'on retourne au supermarché. Il y a plusieurs leviers. On a évoqué effectivement ces supermarchés, comme le disait l'auditrice, qui eux se mettent à avoir des produits peut-être plus de proximité, et puis des consommateurs qui, eux, décident de moins aller dans les grandes surfaces. Oui, c'est ça. Et ce réveil aussi citoyen, il est indispensable parce que finalement, on est en train de perdre notre population agricole et si on ne se réveille pas aujourd'hui, dans 30 ans, il n'y aura plus d'agriculteurs en France. Enfin, il y a un grave problème à ce niveau-là. Les agriculteurs ne sont pas rémunérés. C'est une population vieillissante, donc le grand risque. Et là, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Ce savoir-faire, il va se perdre. Donc ce réveil citoyen, il est indispensable si on veut continuer à bien manger. Mais il y a aussi, on voit un retour à la terre de gens qui ont décidé de réinvestir les campagnes, de quitter les villes. Oui, exactement. Ça, c'est un mouvement durable, durable en tout cas significatif. Alors c'était difficile à mesurer, mais ce qu'on a pu voir en tout cas, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui se sont interrogés, qui ont questionné les chambres d'agriculture pour pouvoir s'installer en tant que nouveaux paysans, justement plutôt pour faire de l'agriculture durable, de l'agriculture
bio et en circuit court plus tôt. Donc c'est encore un peu tôt pour savoir si ça s'est vraiment concrétisé, mais il y a eu un engouement très fort, il y a eu une volonté très forte pour retourner effectivement à ces métiers de la terre. Alors est-ce que ce sera un phénomène social puissant et suffisamment puissant pour remplacer cette population agricole qui va presque disparaître, Oui, qui va disparaître. Oui. Est-ce qu'hier le président de la République l'a évoqué ou pas a évoqué ce volet-là? J'ai pas suivi tout. Non, alors lui il met plutôt l'accent sur les nouvelles technologies. Et ce qui semble pas forcément être la solution aujourd'hui. En tout cas, la solution aujourd'hui, c'est plutôt de mettre plus de monde dans les champs. On a besoin de main d'œuvre dans les champs plus que de technologie. En tout cas, c'est. Je cherchais le tweet de Jean-François Rial qui lui a monté une ferme dans le Perche et il dit on ne paye pas le vrai prix de notre alimentation. Exactement. Et ceux qui payent la différence, ce sont les agriculteurs. Oui. Pire, on subventionne une agriculture aux externalités négatives. Et donc, c'est important de créer justement une juste rémunération aussi pour ces agriculteurs. Oui, exactement. C'est aussi tout l'enjeu de cet approvisionnement de proximité. En fait, on est plus en lien avec l'agriculteur. On comprend mieux ce qu'on paye quand on paye nos fruits et légumes qui sont directement cultivés par son maraîcher ou par son éleveur, si on s'approvisionne en lait. Enfin, voilà. Et effectivement, c'est une rémunération qui est plus juste aujourd'hui. On voit bien que un agriculteur sur 3 est payé moins de 350 € par mois. C'est quand même c'est dérisoire. Oui, voilà. Et c'est aussi une des grandes raisons qui explique qu'on a eu besoin de faire appel aux saisonniers étrangers pour venir cultiver dans nos champs, parce que c'est une profession qui n'est pas rémunérée à sa juste valeur. Une nécessaire prise de conscience. Stéphane nous dit des signaux d'alerte indiquent vraiment une pénurie mondiale. On sera sauvé par notre agriculture locale, oui. Et Camille nous dit aussi dans les cosmétiques, huile, sérum, baume, je me mets à acheter à proximité et sans intermédiaire. Manifeste pour une alimentation durable, comment les citoyens peuvent regagner leur autonomie alimentaire. C'est aux éditions Époque Épique. Mathilde Gola, merci d'être venue. Vous l'avez coécrit avec Valère Coréard qui ne pouvait pas être là ce matin, mais c'est un livre très complet et le point de départ, la pandémie de Covid qui finalement aura peut-être des vertus positives pour notre alimentation et notre agriculture. Exactement. Merci à vous. Merci Nous on beaucoup. se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.